Vous êtes le millier à suivre Bossolo Télévision, voici les titres de votre journal. Le président Tshisekedi a repositionné plusieurs ministres sortants dans le nouveau gouvernement publié hier. 38 des 53 anciens membres ont été reconduits. Un choix surprenant qui suscite diverses interprétations alors que le chef de l'État avait annoncé vouloir un exécutif plus compact et plus ouvert à l'opposition. Cependant, c'est Adolphe Muzito de l'opposition a accepté la main tendue de Félix Tshisekedi au moment où le tandem Fayoulou reste campé sur sa position, celle de voir le dialogue inclusif format 5 avant toute entrée au gouvernement de Tshisekedi. Vous suivrez quelques réactions de certains acteurs politiques au cours de ces journaux. Durant la semaine, l'actualité était également dominée par le procès de l'ex-ministre de la Justice Constant Moutamba à la Cour de cassation et celui de l'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila à la Haute Cour militaire. Si pour Moutamba, les témoins ont été entendus et procès renvoyé au 13 août, l'instruction pour le dossier de Joseph Kabila poursuit son bonhomme de chemin avec les nouveaux éléments versés dans son dossier sur les doutes pesant sur son identité. La Haute Cour militaire a également renvoyé ses procès au 21 août avant tout examen des fonds. Tels sont les principaux titres, mesdames et messieurs, voici votre journal. Remaniement du gouvernement, je suis personnellement très content de la composition de l'actuel gouvernement soumis à 2. Pourquoi? 1. Parce que parmi les ministres reconduits, ce sont 2 ministres qui sont en majorité, les ministres qui ont été plébiscités par la population congolaise pour leur performance. Je cite à titre illustratif la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya, mais aussi le ministre de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, que personnellement j'avais recommandé au chef de l'État en disant il faut que Roger Kamba reste au gouvernement à ce poste-là parce qu'il a initié beaucoup de réformes dans le secteur de la santé. Parmi ces réformes, il y a la couverture santé universelle, il y a la carte santé, il y a la gratuité de la maternité, il y a aussi l'institutionnalisation des relais communautaires. Ce que veut dire que le ministre a pris à bras le corps notre combat. Le combat de pouvoir exiger les paiements de relais communautaires, cet agent de santé de première ligne qui travaillait depuis toujours bénévolement. Le fait de l'avoir reconduit, c'est que le chef de l'État entend les cris de la population. Je suis aussi heureux de l'entrée au gouvernement de certains membres de l'opposition, certains de la société civile, mais surtout l'entrée au gouvernement de notre ami Élysée Tamboué, qui s'est beaucoup battu depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête de ce pays. Il n'a pas lâché, ce qui veut dire que la loyauté arrive toujours à payer. Nous disons félicitations, Excellence, Monsieur le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntamboué. Message de félicitations à son Excellence Monsieur Floribert Anzoulouni Isilo-Kechi, ministre d'intégration régionale, pour sa nomination au sein du gouvernement d'ouverture Sumina 2. Excellence, Monsieur le ministre de l'intégration régionale Floribert Anzoulouni, c'est avec un grand plaisir que nous vous adressons au nom du secrétariat provincial de notre parti Alternative Citoyenne AC Congo, province du Kasaï central, et au nom de tous nos camarades, nos chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination au sein du gouvernement Sumina 2. À toute fin utile, cette nomination n'est ni un privilège, ni une récompense. C'est une feuille de route pour l'avènement d'un Congo nouveau, fort, grand et prospère, un défi énorme qu'il faut relever dans toute responsabilité. Connaissant vos valeurs et compétences, témoins de votre combat pour la dignité, l'unité et la cohésion nationale, nous n'avons aucune peur de dire que vous êtes, bien sûr, l'homme qu'il faut à pouvoir jouer un rôle crucial dans la mission de l'intégration régionale en RDC. Et ça, dans un contexte sécuritaire aussi difficile dans lequel notre pays se retrouve. Nos remerciements sont aussi adressés au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son choix mieux réfléchi
porté sur votre personne en vous confiant cette lourde responsabilité et nous lui confirmons qu'il a opté pour une alternative au problème. Nous vous renouvelons notre confiance et excellence afin de garder cette flamme alternative en fait pour le vrai changement. Nous vous souhaitons une grande réussite dans votre mission au service de la République afin de promouvoir la coopération économique, sociopolitique et culturelle entre la RDC et d'autres États de la région. Dans le cadre de la visite les ministres des Finances, Doudou Fouambali Kondé, Libotaï, au cœur de grandes réformes de restauration de la fonction comptable. C'est vendredi 8 août 2025, les comptables publics ont été outillés sur 4 modules proposés par l'École nationale des finances sous la supervision de Madame la directrice générale sur les notions fondamentales des finances publiques, les concepts fondamentaux de comptabilité publique, les règles relatives à la passation de marchés publics et les contrôles des finances publiques. Dans son mot, le directeur général de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, DGTCP, Serge Mahabé, a relevé que les comptables bénéficieront pendant 4 jours des enseignements de qualité, de passation de marché, vérification et fondamentaux de la comptabilité. Il était nécessaire que les agents, le cadre de la DGTCP puissent bénéficier des enseignements les plus à jour en matière de fondamentaux de la comptabilité publique, en matière de la gestion des finances publiques, des contrôles des finances publiques et des passations de marché. Les comptables vont bénéficier d'abord de notions fondamentales de finances publiques, des matières, concepts fondamentaux de la comptabilité publique, de règles relatives à la passation des marchés publics et contrôle des finances publiques. Scindés en groupe de travail pour des échanges fructueux, les participants vont cette fois-ci s'investir au pouvoir sur des opérations d'engagement, d'ordonnancement et de juridiction des dépenses. Nous vivons un basculement. Nous sommes à la croisière de l'existant et de la réforme. Jusqu'aujourd'hui, les comptables publics n'avaient pas une grande responsabilité à la fois personnelle et pécuniaire dans l'exercice de leur fonction. À partir du moment où la fonction comptable a été restaurée, les comptables se voient aussi contrôlés personnellement et pécuniairement sur le denier et qu'ils gèrent au quotidien. Et donc, sur la matière comme le contrôle des finances publiques, les comptables doivent comprendre les enjeux, les défis qui entourent cette augmentation, cet accroissement de sa responsabilité. Du point de vue de la comptabilité publique, jusqu'aujourd'hui, la comptabilité publique tenue par les comptables est une comptabilité budgétaire, une comptabilité qui n'est pas à basse caisse, qui n'est pas à partie double, mais qui est à partie simple. Maintenant que nous allons passer à la tenue de la comptabilité générale, les comptables publics doivent comprendre qu'est-ce qu'on appelle la comptabilité en droit constaté ou comptabilité d'exercice, en quoi elle diffère la comptabilité budgétaire ou la comptabilité des engagements tenus par les ordonnances. Rappelons que cette formation ouverte ce vendredi 8 août va se clôturer le mardi 12 août 2025. Depuis son avènement à la tête de l'Inspection générale de finances, le nouveau chef de service Christophe Bitassi Mwabaye ne cesse de voir les délégations défiler dans son lieu de travail afin de lui présenter des civilités. La dernière en date est celle de la délégation des autorités coutumières réunies au sein de l'Alliance des chefs coutumiers pour le développement qui a fait le déplacement jeudi 31 juillet au quartier général de l'IGF pour exhorter la nouvelle équipe dirigeante à continuer de travailler pour l'intérêt des Congolais. C'est dans ce sens qu'ils ont ramené aux dirigeants actuels de ce service de contrôle supérieur un sifflet et une torche, symbole d'interdiction au vol et au détournement qui se constate dans notre pays, la RDC. Compte tenu à détournement, ils ont Musaba Pessie pour éviter détournement. Azala Muninga Mutute, Azala Fana Mutute, Asala Musalo Lenge Longobani. Oya Mukia Gozawana et Osonga Bayazo Sanabango. Mais Mouyibite, parce que tous constaté, Mutumogo Azoe Bambongo ebele, mais bato ebele, bazo zanga li futa musana bango bazo sala. Ezo pesa yoso esengote.
Juste après l'exhortation, le chef de service Christophe Bitassimwa et son second Emmanuel Chibingu ont remercié leur hôte de la marque d'affection manifestée à leur endroit et promettent de travailler pour la réussite de tous. Les autorités coutumières, après les échanges, ont émis le vœu de voir ce service aller de l'avant et cette rencontre s'est terminée par une photo de famille. Sont nommés vice un premier ministre et ministre aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Annoncé il y a au moins 2 semaines par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors d'un conseil des ministres, la nouvelle équipe gouvernementale, chapeautée par Judith Souminois, a été dévoilée ce vendredi sur les antennes de la chaîne nationale par la porte-parole du président de la République, Tina Salama. Resserré tel qu'annoncé, non, sinon ce nouveau gouvernement est d'ouverture à d'autres formations politiques de l'opposition. La nouvelle équipe compte 53 membres. Ces nouveaux exécutifs présentent des changements, des arrivées et des départs. La nouvelle ossature marque les retours de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito après 13 ans d'absence, revenant au ministère du Budget qu'il avait dirigé entre 2007 et 2009. Après les départs des Mutamba, Guillaume Ngefa, ancien fonctionnaire des Nations Unies, devient ministre d'État en charge de la justice. On y note également l'arrivée de l'activiste Floribert Anzoulouni, nommé au ministère de l'intégration régionale. Au sein de la nouvelle équipe, Guy Kabombo, Jacques Machabani, Jean-Pierre Bemba, Daniel Moukoko Samba, Jean-Pierre Liaou gardent leur poste comme vice-premier ministre. De son côté, Moïno Zangui a été permuté. Il quitte le ministère du Développement rural pour le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Aimé Boji Sangara quitte les budgets pour le ministère de l'Industrie. F. Bazaïba Massoudi aussi a quitté le ministère de l'Environnement et Développement pour occuper les postes des ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Par ailleurs, Eliezer Tamboué prend les postes de ministre délégué en charge des anciens combattants, une nouvelle figure. Doudou Fwamba garde le ministère des Finances. Roger Kamba demeure toujours ministre de la Santé publique. Alors qu'il jouait l'intérim du ministère de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya devient ministre des Droits humains. Ministre de la Jeunesse, une nouvelle figure entre Grace Coutinho. Mystère, peut-être non. Noëlla Enagato a quitté la jeunesse pour être vice-ministre aux Affaires étrangères. Il s'est dénoté que les idées de Martin Fayoulou ne figurent pas dans ses gouvernements. À l'issue du remaniement ministériel intervenu dans la nuit du 7 au 8 août 2025, le président de la République a procédé à plusieurs changements majeurs au sein du gouvernement. Parmi eux, la nomination de Guillaume Ngefa Atandoko au poste de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, en remplacement de Constant Mutamba. Cette nouvelle figure a particulièrement retenu l'attention de l'opinion après le départ de Mutamba. Guillaume Ngefa Atandoko était militant des droits humains de renommée internationale. Il commence son combat sous la dictature de Joseph Mobutu en fondant en 1986 l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado en sigle, l'une des premières organisations congolaises indépendantes de défense des droits humains. Très tôt, il prend des risques considérables pour documenter, dénoncer et alerter sur les abus commis par le régime. Durant les années 1996 à 1997, il a joué un rôle crucial dans la surveillance et la dénonciation des violences liées à la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Il publie un rapport estimant que plus de 200 000 réfugiés, principalement les Hutus, ainsi que 2 milliers de Congolais ont été tués dans le cadre d'une stratégie de nettoyage ethnique. Ce travail est fondé sur les enquêtes des terrains et des recoupements avec d'autres organisations humanitaires et de défense des droits humains. Forcé en exil, il s'installe à Genève puis en Côte d'Ivoire tout en poursuivant ses activités militantes. Il a participé à plusieurs événements internationaux. Il rejoint ensuite le système des Nations Unies où il occupe plusieurs fonctions de responsabilité. Il est notamment nommé chef de mission de la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, poste auquel il est expulsé par les autorités maliennes en 2023.
Engagé dès son plus jeune âge, Guillaume Nguefa raconte avoir développé un sens profond de la justice et de l'enfance, notamment en s'opposant aux discriminations envers les pygmées dans sa communauté. Étudiant à l'université de Kinshasa, il milite activement contre la division ethnique et la répression politique, allant jusqu'à créer plusieurs mouvements étudiants, dont les clubs des africanistes. Il est plusieurs fois menacé, emprisonné et agressé et subit même des tentatives d'assassinat. Après un master obtenu à l'étranger, il revient au pays mais finit par quitter définitivement la RDC en 1997 sous la double menace des forces de Mobutu et de Kabila. La nomination de Guillaume Nguefa à Tondoko, militant historique des droits humains, marque un tournant dans la gouvernance du secteur judiciaire. Il s'est illustré par son engagement constant contre les abus de pouvoir sous les régimes passés. Après la publication de la nouvelle équipe gouvernementale Souminois 2, les réactions fusent partout. La dernière en date est celle du député national et ancien ministre de la Santé Eteni Longondo qui félicite le chef de l'État pour sa détermination à vouloir faire avancer le pays et pour lui de préciser que le chef de l'État est comme un coach qui connaît mieux les compétences de chaque joueur sur le terrain. Je félicite le chef de l'État parce que il est en train de fournir des efforts pour faire avancer le pays. Et c'est pourquoi il est en train de voir avec quelle équipe il pourra cheminer pour que nous puissions avoir un pays fort. Bon, il est considéré comme un coach. Je peux faire référence au football. Il est le coach, hein, c'est lui qui est le responsable. Et c'est lui qui peut placer des gens qu'il connaît là où il veut. En ce qui concerne la position de l'opposant Martin Fayulu, insistant sur un dialogue inclusif pouvant permettre la sortie du pays dans la crise, Eteni Longondo reste convaincu que toutes les initiatives pouvant servir à sortir le pays dans ses gouffres sont le bienvenu. M. Fayulu a parlé du camp de la patrie, donc il se reconnaît comme quelqu'un qui travaille pour la patrie. Et le président Félix Tshisekedi aussi se reconnaît comme quelqu'un de la patrie. Donc, n'empêche qu'ils travaillent ensemble pour un intérêt commun, l'intérêt de faire avancer le pays, de terminer la guerre à l'Est, tout ça. On verra ce qu'il faut faire parce que les autres aussi sont des Congolais comme nous. S'ils ont à porter pour que le pays puisse recouvrir sa paix et aussi se développer, ils sont le bienvenu. Par ailleurs, c'est au cadre de l'UDPS ne souhaite que le développement du pays et continue à militer pour que le calme et l'harmonie soient maintenus au sein du parti au pouvoir UDPS. Composé de 53 membres au total, Félix Tshisekedi a mis fin au bruit. La tête d'affiche demeure Judith Souminois, mais déjà, le chef de l'État avait annoncé une équipe resserrée et d'ouverture. Mais la réalité a conduit à une autre réalité. Moins de 24 heures seulement, cette équipe gouvernementale est mal accueillie par ses compatriotes qui fustigent le changement d'un gouvernement sans objectif. Avec un regard dédain, ils fustigent la reconduction de même personne alors que le pays traverse le moment de crise. Moi, je pense qu'on n'a pas fait de gouvernement. On a seulement ajouté une personne. On a enlevé l'autre, ça n'a pas d'impact. Le classique de l'ancien gouvernement est revenu. Pour ces Kinois, la mise en place de ces gouvernements n'avait qu'un seul objectif, le départ de Constant Moutamba. Gouvernement, changer bilongue belé dans le gouvernement. Je pense que si les uns rejettent, cet autre compatriote s'est réjoui de l'intégration d'Adolphe Muzito, ancien Premier ministre. Nous espérons voir un changement et nous sommes très reconnaissants cette fois-ci pour cette belle nomination. Vu ces réformes initiées, ces qui nous implorent pour qu'un accent particulier soit mis sur le ministère de la Justice. J'espère beaucoup plus côté ministère de Justice que le ministre qui vient aura peut-être la même ligne de conduite qu'avait Moutamba, puisque je l'apprécie aussi malgré tout ce qui s'est dit. Ces nouveaux exécutifs présentent deux changements, deux arrivées
et des départs. De Joseph Kasavubu, maréchal Mobutu, en passant par Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, les pouvoirs est tenu par les mêmes visages. Au nom de quoi l'opinion ignore? Sont-ils doués que la nouvelle génération? La question reste en suspense. Mobutiste hier, il se métamorphose dans un nouveau régime tout en s'inscrivant dans une dynamique d'un culte de la personnalité pour plaire dorénavant au chef de l'État afin de lui montrer qu'ils sont ensemble. Ce paradigme est étonnant car il exclut souvent l'expertise de la jeunesse qui est censée s'adapter de maintenant pour un Congo de demain. L'idée des mélanges des connaissances entre anciens et nouveaux est d'une importance capitale dans un pays qui regorge de plus de 100 millions d'habitants. Même figure depuis les années, même philosophie et même idéologie, comme dit-on, déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Est-ce là la compréhension à la congolaise du rajeunissement de la classe politique tel que voulu par le chef de l'État dans sa récente communication devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès? Loin de là. Les paroles disent une chose, mais la pratique en démontre une autre. Les anciens mobutistes dont Mende, Mbonso, Lutundula, Atundu, Kamere, Bemba et consorts se retrouvent encore dans la plateforme politique du chef de l'État, l'Union sacrée de la nation. Ils sont donneurs de leçons malgré les critiques de leur gestion calamiteuse dans certains postes de responsabilité. L'intelligence congolaise ne se limite-t-elle qu'à eux? S'interroge l'opinion publique. À la veille de la sortie imminente du gouvernement souminois, bien que contesté pour sa gestion de poids lourd de la politique, comme ils aiment bien qu'on les appelle, se frottent les mains quant à leur apparition dans ces nouveaux gouvernements. Les uns et les autres font les yeux doux aux garants de la nation, envie de se retrouver ou de trouver une place de choix pour continuer à flatter comme ils l'ont fait pour Mobutu, Mzee Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Tshisekedi. Et après Félix Tshisekedi. Somme toute, comme le dit Aristote, les mêmes causes produisent les mêmes effets et au Congo, les mêmes figures produisent le même résultat. Les lamentations de la population congolaise. À quand la fin de cette mélodie en République démocratique du Congo? Félix Tshisekedi, en tant que chef d'orchestre, devrait situer les intérêts de la population au détriment de ses accointances avec les politiques. Entre sauver son deuxième et dernier mandat et satisfaire sa famille politique, l'actuel président de la République devrait opérer un choix judiciaire. Le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, accusé des détournements présumés de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani, a franchi une étape clé. Devant la Cour de cassation, plusieurs témoins ont été entendus à titre de renseignement ce 6 août pour éclairer le juge. Au cours de la même audience, l'ancienne ministre de la Justice, Rose Mutombo, le professeur Amissi Eradi, directeur général du guichet unique de création d'entreprises, Bolema Kombozi Gérard, chef de division de la justice et garde-sceau dans la province de la Chopo, Marie Moukadi, directrice générale AI de la DGCMP, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mouton Kateond, gestionnaires de l'immeuble CTC, ont tous fait leur déposition devant la Cour en tant que renseignants. À l'issue de l'audience, la Cour s'est estimée être suffisamment éclairée par les interventions des témoins du jour. Selon le président de la composition, ceux qui ne se sont pas présentés ne seront plus convoqués. Au sujet des témoins qui avaient été cités et qui n'ont pas comparu à l'audience de ce jour, la Cour a reçu de la part de ces derniers des lettres d'excuses, notamment celle de Madame la Première ministre. Cette lettre est du 6 août 2025. Elle demande d'être dispensée sur le plan procédural de pouvoir témoigner à l'audience de ce jour pour les raisons qu'elle a invoquées dans cette correspondance et pour les raisons d'État. Pour Maître Emif Munganga, un de conseil Mutamba, l'audience proclamée pour le 13 août marquera une étape décisive. On s'est incliné. C'est comme ça que la Cour a renvoyé l'audience pour le 13, donc le mercredi prochain, pour poursuivre l'instruction, mais aussi
permettre maintenant au ministère public de requérir. Cette fois-là, ça va être comme une sorte de plaidoirie pour les ministères publics. C'est à ce moment-là que le ministère public va démontrer en long et à large en quoi consiste la poursuite. Nous, on a confiance en notre justice, que la justice va se décider de toute façon. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit suppose que les juges et les justiciables, tous sont soumis à l'autorité de la loi. Donc, nous attendons l'audience des plaidoiries. C'est à ce moment-là que la vérité sera connue. Mais vous-même, vous avez vu comment tous les témoins qui ont défilé ici ont déchargé totalement notre client. Initialement annoncée pour le lundi 11 août 2025, la prochaine audience aura finalement lieu le mercredi 13 août 2025. Cette rallonge accordée par la Cour de cassation fait suite à une demande pressante deux avocats de la défense qui ont sollicité plus de jours pour mieux se préparer à un début probable de plaidoirie. C'est à 12h30 que la troisième audience dans l'affaire opposant le sénateur à vie Joseph Kabila au ministère public a débuté ce jeudi 7 août 2025 à la haute cour militaire. La greffière principale a, au cours de la lecture du procès verbal en cours, rappelé qu'au-delà des témoignages qu'on puisse ramener l'interview accordée par Joseph Kabila à la RFI où Joseph Kabila reconnaît sans ambiguïté son ralliement au M23-AFC. Joseph Kabila aurait, dans cette interview, démontré sa ferme détermination à travailler aux côtés de l'AFCM 23 pour récupérer son pouvoir cédé à Félix Tshisekedi qui l'aurait abusé. Des séries d'images ont été également projetées par la haute cour militaire, démontrant la cruauté avec laquelle les éléments de Joseph Kabila Kabange exerçaient sur les paisibles citoyens à Goma, au nord Kivu, au sud Kivu et à Ituri. Cette série de projections par photo démontre Joseph Kabila en réunion avec ses lieutenants, dont Corneille Nangaa, et sa position dans la prise de vue à droite pour ainsi expliquer, selon le langage militaire, que c'est Joseph Kabila le responsable de son armée AFC. Prenant la parole, les avocats de la République ont également versé au dossier les deux actes constitutifs pour la paix faits à Nairobi avec deux identités mais portant la même signature. Nous avons voulu porter à la connaissance de la haute cour, le peuple congolais et le monde entier. Sache que le prévenu tient à sa vraie identité quand il signe dans les documents officiels, comme des accords internationaux où il représentait la RDC. Et le texte que nous avons produit, c'est deux accords internationaux où M. Kabila, connu comme tel Joseph Kabila, en 2007, signe Joseph Kabila tout court, il signe Joseph Kabila Kabange cette fois-ci, mais garde la même signature où vous avez H, qui signifie Hippolyte, et Kanambe, son vrai nom. Bien qu'en son absence et celle de ses avocats, la haute cour militaire a renvoyé la prochaine audience au 21 août pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie. Il s'y est de rappeler que le sénateur à vie Joseph Kabila est poursuivi par la haute cour militaire pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tuerie, participation à un mouvement insurrectionnel. Entourée de 9 pays voisins, la République démocratique du Congo se situe au centre de l'Afrique. Cette position laisse le pays de Lumumba dans une précarité en ce qui concerne sa sécurité sous toutes ses formes. Ses frontières sont menacées à chaque instant. Nonobstant la présence de certains services de sécurité, dont la Direction générale de migration et l'Agence nationale de renseignement, la RDC n'est pourtant pas en mesure de sécuriser ses propres concitoyens, voire ses frontières contre la prédation externe. De l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, le problème de l'insécurité est majeur, malgré les efforts mis en place par ses dirigeants. Au niveau interne, il suffit qu'une action judiciaire soit déclenchée contre une personnalité publique ou privée. En moins d'une heure, cette dernière s'effraie un chemin, soit par la voie ferrée, soit par la voie terrestre et même par la voie lacustre. D'où la question de savoir que font les services habilités. Alors qu'il était entendu à Kinshasa sur l'invitation du VPM de l'Intérieur, les rumeurs ont circulé, affirmant que le gouverneur du Haut-Katanga se serait réfugié en Afrique du Sud. Comment a-t-il pu échapper aux services de sécurité?
qui lui a facilité la tâche, loin de remettre en cause le travail de la DGM. Cette situation démontre l'inefficacité de ses services à sécuriser les frontières de la RDC. Parmi les cas notables, on peut citer celui du député national Matata Pogno, ce fugitif qui a réussi à franchir toutes les frontières de la RDC pour se retrouver ailleurs à l'insu de toute la sécurité interne. De même, dans l'affaire Mutamba, devant la Cour de cassation, Willy Moucheni, communément appelé Kodiamboka, principal actionnaire de la société Zio Construction, est introuvable. Plusieurs autres cas pourraient être énumérés sous les regards impuissants des services de sécurité. Comme le disait Thomas Sankara, si la guerre n'est pas conquise par ceux qui sont déterminés, c'est que l'ennemi est à l'interne. Pourquoi les étrangers ont-ils la facilité d'entrer et de sortir du sol congolais sans inquiétude? À l'instar d'autres nations, la RDC n'est-elle pas indépendante et imposante, s'interroge les Congolais-Landa. Une nation est forte lorsqu'elle est respectée. Elle est imposante. Une préoccupation pour la République démocratique du Congo, dont la reconnaissance internationale date de plusieurs années, mais qui souffre de l'insécurité de ses frontières. La publication des résultats de l'examen d'État dans un temps record, soit 3 jours après la clôture des épreuves, suscite assez de polémiques au sein de l'opinion publique. D'après le ministère de l'Éducation nationale, cette sérénité doit être le fruit du hasard, traduit l'efficacité d'un dispositif stratégique, méthodique et technologique mis en œuvre tout au long de l'année pour cette fin. Selon Jacques Ngalangala, conseiller en sécurité informatique au sein du ministère de l'Éducation nationale, la performance exceptionnelle de cette édition repose sur 3 piliers essentiels dont l'optimisation logistique, la décentralisation des centres de correction et l'intégration d'un système intelligent de traitement automatisé des copies. Jusque-là, d'après le ministère, 3 provinces éducatives disposent désormais de centres de correction modernes dotés d'équipements de pointe capables de traiter les épreuves tant locales que celles des provinces voisines. Cette configuration met un terme au long délai induit par les transports des copies vers Kinshasa tout en rassurant une répartition efficiente des tâches. Une autre précision qu'il faut signaler sur le plan technologique, le ministère a procédé cette année à la mise en service des nouveaux systèmes intégrants de l'intelligence artificielle capable de traiter plus de 100 pages par minute. Ce progrès technologique n'exclut pas les facteurs humains d'après le ministère. Un contrôle rigoureux demeure appliqué à chaque étape du processus pour garantir la fiabilité de ces résultats. Dans la même perspective, le ministère annonce d'ores et déjà l'introduction prochaine des diplômes électroniques s'inscrivant dans une dynamique plus large de transformation numérique du secteur éducatif.